Égypte, 2 journalistes ont été placés en détention provisoire après avoir disparu plusieurs jours en janvier. Peu d'informations circulent sur leur lieu de détention. Human Rights Watch aux trousses de l'armée française. L'organisation de défense des droits de l'homme demande l'ouverture d'une enquête sur une frappe des soldats français au centre du Mali. La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 en Afrique se révèle plus meurtrière. Le taux de mortalité dépasse désormais la moyenne mondiale, selon un rapport rendu public ce jeudi. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. En Égypte, 2 journalistes ont été placés en détention provisoire après avoir disparu plusieurs jours en janvier. Peu d'informations circulent sur leur lieu de détention. Reporters sans frontières tirent la sonnette d'alarme. Apparu cette semaine devant la Haute Cour de sûreté de l'État du Caire, le photographe Hamdi Alzem et le rédacteur Ahmed Khalifa ont été placés en détention provisoire pour 15 jours pour diffusion de fausses nouvelles et appartenance à un groupe terroriste, précise Reporters sans frontières. Les 5 et 6 janvier dernier, Zem et Khalifa avaient été enlevés à leur domicile respectif par les forces de sécurité selon la même source. Ces 2 disparitions forcées en l'espace de quelques jours montrent à quel point les journalistes sont traités au mépris du droit international, a déclaré jeudi dans un communiqué la responsable du bureau Moyen-Orient à Reporters sans frontières. Déjà emprisonné en 2016 pour des accusations similaires, le photographe Zem avait été libéré en juin 2018. Depuis cette date, il était sous contrôle judiciaire. Ahmed Khalifa, lui, avait récemment écrit des articles sur des mobilisations ouvrières, dont celle protestant contre la liquidation de l'entreprise publique du Delta pour les engrais et les produits chimiques dans le gouvernement de Dakalia, au nord-est du Caire. Selon Reporters sans frontières, 30 journalistes sont emprisonnés en Égypte. Les participants au dialogue politique interlibyen réunis en Égypte ont convenu mercredi de l'organisation d'un référendum sur la Constitution avant les élections en décembre 2021 en Libye, pays miné par les divisions et l'insécurité. C'est ce qu'ont annoncé les autorités égyptiennes. Le dialogue politique interlibyen en Égypte a abouti à un accord sur la tenue d'un référendum sur le projet de constitution en vue des élections libyennes prévues le 24 décembre 2021, s'est réjoui le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. De nouveaux pourparlers interlibyens se tiendront en Égypte en février en vue de fixer la feuille de route pour le référendum et les élections, a ajouté le communiqué. Les pourparlers de Hurghada devaient décider sur quelle base légale seront organisées les futures élections parlementaires et présidentielles. Mi-novembre, des élus libyens ont appelé à l'approbation d'une constitution préalablement à la tenue d'élections, sans remettre en cause la date du scrutin du 24 décembre fixée sous l'impulsion de l'ONU. La Libye, divisée entre 2 autorités rivales, est dotée actuellement d'une constitution provisoire datant de 2011 et d'un projet de loi fondamentale dont certains articles sont controversés et qui n'a pas été adopté. Après l'échec de l'offensive lancée par le maréchal Haftar en avril 2019 pour s'emparer de Tripoli, les 2 camps ont conclu un cessez-le-feu permanent en octobre et retrouvé le chemin du dialogue encouragé par l'ONU. Mardi, les participants au dialogue politique interlibyen ont finalement approuvé un mécanisme de sélection des futurs dirigeants de la transition d'ici aux élections. À Rabat, mercredi, une source diplomatique marocaine a déclaré à l'AFP que des pourparlers interlibyens doivent reprendre vendredi à Bouznika entre des représentants du Parlement basé à Tobrouk et du Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé à Tripoli. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, a dénoncé ce mercredi la tentative d'asphyxie de la capitale Bangui par une coalition armée qui cherche à renverser le président forcé Archange Touadéra. Elle a aussi alerté sur le drame social et humanitaire que pourrait subir la population. Reportage. Depuis le début de l'offensive des rebelles, une semaine avant les élections présidentielles et législatives du 27 décembre, Bangui subit un blocus des principaux groupes armés qui contrôlent les 2 tiers du territoire et ont mené plusieurs attaques sur les routes nationales 1 et 3 reliant la capitale de ce pays enclavé au Cameroun voisin.
Dans ce pays en guerre civile depuis 2013, Faustin Archange Touadéra a été proclamé réélu lundi par la Cour constitutionnelle, mais 2 électeurs sur 3 n'ont pas voté en raison de l'insécurité. Les attaques contre les convois commerciaux par les anti-Balaka, le 3R, le MPC et l'UPC et leurs alliés politiques, dont l'ancien président François Bozizé, pourraient rendre impossible la disponibilité et l'accessibilité aux biens alimentaires, aux médicaments et à d'autres produits essentiels au fonctionnement des services publics tels que les hôpitaux, a déclaré Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Ces groupes armés et leurs alliés politiques sont responsables de violations graves du droit international humanitaire ainsi que des droits de l'homme, a-t-il ajouté dans un communiqué. Lundi, un convoi de camions commerciaux escortés par les casques bleus est tombé dans une embuscade des groupes armés et a été contraint de stopper sa route. 3 chauffeurs de camions ont été blessés dans l'attaque, affirme la MINUSCA. Les contraintes actuelles sur l'approvisionnement alimentaire déjà fragile font à nouveau grimper le prix des produits alimentaires de base. C'est également inquiété la coordinatrice humanitaire pour l'ONU, Denise Brown. Le prix de certains produits de base a augmenté d'au moins 50% dans certains endroits et dans le 2e pays le plus pauvre du monde, plus d'un tiers de la population, 1,9 million de personnes, est confrontée à un niveau élevé d'insécurité alimentaire selon l'ONU. Human Rights Watch aux trousses de l'armée française. L'organisation de défense des droits de l'homme demande l'ouverture d'une enquête sur une frappe des soldats français au centre du Mali. L'opération avait coûté la vie à une vingtaine de personnes. Des villageois et une association Peul affirment que cette frappe a tué une vingtaine d'habitants lors d'un mariage dans le village de Bounti le 3 janvier. Les autorités françaises et maliennes martèlent que les avions de chasse français ont visé et éliminé des dizaines de djihadistes et qu'il n'y avait ni mariage, ni femmes, ni enfants. Les graves allégations selon lesquelles des civils auraient été tués dans des frappes aériennes doivent faire l'objet d'une enquête rapide afin de déterminer la légalité des frappes au regard des lois de la guerre, a déclaré un chercheur à Human Rights Watch, cité dans un communiqué. L'ONG précise s'être entretenue avec 3 habitants de Bounti qui ont chacun indiqué qu'un mariage avait eu lieu. La Fédération internationale pour les droits humains et l'Association malienne des droits de l'homme ont déjà demandé l'ouverture d'une enquête indépendante. La mission de l'ONU au Mali a déjà ouvert une enquête. Cette frappe a eu lieu dans le cadre d'une opération anti-djihadiste menée depuis début janvier dans le centre du Mali par la France, l'armée malienne et la force conjointe de l'organisation régionale G5 Sahel. La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 se révèle plus meurtrière. Le taux de mortalité dépasse désormais la moyenne mondiale. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le Centre de contrôle de la prévention des maladies. Les précisions. Le taux de mortalité du nouveau coronavirus en Afrique s'établit désormais à 2,5% des cas recensés, au-dessus de la moyenne mondiale de 2,2%. C'est ce qu'a expliqué le directeur de cette agence spécialisée de l'Union africaine lors d'une conférence de presse. Le nombre de cas sur le continent a augmenté de 14% par semaine lors du mois dernier. Depuis le début de la pandémie, l'Afrique reste l'un des continents les moins touchés, avec 3,3 millions de cas de Covid-19 et presque 82 000 morts selon l'organisme. Mais l'augmentation du taux de mortalité marque une rupture avec la première vague, lors de laquelle il était resté en dessous de la moyenne mondiale, a rappelé le conférencier. Nous sommes en train d'assister à un retournement, a-t-il ajouté. À l'heure actuelle, 21 pays africains enregistrent des taux de mortalité supérieurs à la moyenne mondiale de 2,2%. Entre autres, exemples donnés par l'agence, le Soudan, l'Égypte, le Libéria et la République arabe sahraoui démocratique. La dynamique de l'épidémie dépasse la capacité des infirmières et des médecins à prendre en charge les patients. Ceux-ci ne bénéficient pas de l'attention et des soins nécessaires. L'Union africaine a annoncé la semaine dernière avoir commandé 270 millions de vaccins pour le continent, en plus de ceux prévus via le dispositif COVAX, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable au vaccin. Au Zimbabwe, Sibusiso Moyo, ministre des Affaires étrangères décédé de Covid-19, a annoncé le gouvernement mercredi. Il est connu pour avoir annoncé le coup d'État militaire ayant permis de déloger le président Robert Mugabe. Sibusiso Moyo, surnommé le général Chéri, est décédé à l'hôpital dans la matinée à l'âge de 61 ans, a précisé un porte-parole du gouvernement. Fin novembre 2017,
Dans la foulée du coup d'État qui a emporté Robert Mugabe, il avait été nommé ministre des Affaires étrangères et du Commerce international par le nouveau président Emmerson Mnangagwa. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017, pour la première fois depuis l'indépendance, l'armée positionne des blindés dans la capitale Harare. L'opération se déroule en douceur, seuls quelques coups de feu sont tirés autour du toit bleu, la propriété du chef de l'État, aussitôt placé en résidence surveillée avec sa famille. À l'aube, Sibusiso Moyo, porte-parole de l'état-major, s'invite à la télévision nationale pour assurer qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais juste d'une opération contre les criminels de l'entourage du président, en l'occurrence les partisans de son épouse Grace Mugabe, qui entend lui succéder. C'est le 3e ministre à succomber au coronavirus dans le pays, qui subit une deuxième vague plus coriace, avec seulement 52 morts officiellement recensés, mais des hôpitaux débordés dans ce pays, à l'économie sinistrée. L'administration Biden a dévoilé ce jeudi une feuille de route détaillée et centrée sur l'expertise scientifique pour lutter contre Covid-19. Vaccination et dépistage seront accentués au moment où la pandémie entre dans sa phase la plus meurtrière, selon le nouveau président américain. Le nouveau président des États-Unis va immédiatement signer, selon des responsables, 10 décrets et autres directives pour lancer cette stratégie nationale contre le Covid-19 qui manquait cruellement sous son prédécesseur Donald Trump, de l'avis de nombreux experts. Le plan comporte plusieurs objectifs comme restaurer la confiance de la population américaine, accélérer la campagne de vaccination et freiner la contagion grâce au port du masque et au dépistage. Il entend aussi accroître l'aide d'urgence et faire appel à une législation d'urgence pour augmenter la production industrielle, en plus de rouvrir écoles et commerces en toute sécurité, protéger les plus vulnérables et lutter contre les disparités raciales, ainsi que rétablir le leadership américain dans le monde en étant préparé à toute future pandémie. L'administration Biden veut demander 1 900 milliards de fonds au Congrès qui inclut 20 milliards pour les vaccins et 50 milliards pour les tests. La nouvelle administration américaine, prenant le contre-pied du président sortant Donald Trump, a fait son grand retour à l'OMS, l'assurant de son soutien et saluant son rôle de chef de file dans la lutte contre la pandémie. Confronté au défi de cette crise sanitaire, Joe Biden a signé un décret dès sa prise de fonction, rendant le port du masque et la distanciation physique obligatoire pour les fonctionnaires travaillant au sein des bâtiments fédéraux. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.